Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On a repris le mail de Ed, le long mail, où avec Lee, comme ça, elle nous donne des éléments intéressants en plus, et ça nous permet, avec toutes ces connaissances et ces infos, de reprendre un peu le cadre dans lequel s'est développée la méthode, la manière de penser, et puis toujours nous revenir sur des questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui, même avec toutes ces années de partage, d'apprentissage et tous les ouvrages qui ont été créés sur ça. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses. Alors là encore, on peut utiliser la méthode pour trouver les solutions à nos réponses qu'on n'a pas encore trouvées. Mais on n'est pas encore tout à fait au point. On n'arrive pas encore à avoir en laboratoire H24 José qui nous répond. Donc, on se pose des questions avec le monde objectif. Alors, on revient sur... Alors, revenons en 40, après avoir terminé sa formation affectée dans le Kentucky. C'est là où il a entendu parler d'Edgar Cayce. Et c'est là où il a appris que ses dons psychiques s'étaient développés après avoir été hypnotisé. Ce qui explique quand même cet attrait par l'hypnose et comment tout au départ, l'hypnose est rentrée dans sa vie. Parce que c'est Edgar Cayce, c'est le cas d'Edgar Cayce qui a fait ça. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est en étudiant la vie de quelqu'un qui a développé des capacités et des dons qui s'est intéressé à l'hypnose. C'est pas venu comme ça, tiens, je tombe sur un bouquin d'hypnose. De retour chez lui en 45, ouvre une entreprise de réparation de radio. En 47, il crée un cours de réparation électronique au Laredo Junior College. Tout ça, vous l'avez dans la biographie qu'on vous avait synthétisée avec lui. Lorsqu'il lut Freud et que ce dernier avait utilisé l'hypnose, il a acheté des bouquins sur l'hypnose. Vous voyez, 40, il entend parler de Cayce, il entend parler de l'hypnose. 45, 46, il est chez lui, il achète des bouquins de psycho, il tombe sur Sigmund Freud qui a été formé par Bernheim et Charcot, et du coup, il s'est intéressé à l'hypnose. Et là, ses enfants commençaient à aller à l'école. Il a donc essayé l'hypnose pour les aider dans leurs devoirs. Donc, ce n'était pas pour développer des dons, hein. C'était purement, concrètement, pour leur permettre d'être meilleurs à l'école. Et un bouquin de Bruno Fürst pour utiliser la visualisation et l'imagination, améliorer sa mémoire. Donc, il y a la frontière avec le Mexique, il y a des médiums, des guérisseurs. Alors, quand il a lu les expériences de Freud sur l'hypnose, des concepts de synchronicité de Jung, il a entendu comme les prêtres pratiquer les exorcismes, il a commencé à assimiler tout cela aux fonctions de l'esprit. Ça, c'est un fort esprit de synthèse, et en tout cas, c'est des liens de cause à effet qui sont intéressants. D'avoir vu vraiment la culture occidentale avec tout ce que ça a créé début du XXe siècle, en diminuant un petit peu le modèle de croyance et en partant plutôt vers une quête de compréhension psychique plus que de croyance. Donc, on a eu la psychanalyse, on a eu l'hypnose, qui est la grand-mère de tout, ce qui est psycho, et qui a amené la psychanalyse, puis la psychanalyse, la psychoanalyse de Jung, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que José a eu cette intuition, on peut reparler d'intuition à ce moment-là, de se dire, est-ce qu'au bout du compte, qu'on parle d'hypnose, de psychologie, de psychoanalyse ou autre, et tout ce que parlent les médiums, les guérisseurs, est-ce que ça n'a pas un lien? Et est-ce qu'on ne peut pas les mettre dans un même groupe? Ce que nous, occidentaux purs, on ne ferait pas, ou on ne ferait plus maintenant, et que lui, avec sa culture mexicaine, mine de rien, il a, puis faut se souvenir, les Rosicruciens, etc., etc., il a certainement fait des liens à ce moment-là, à se dire, mais attends, mais on parle à peu près de la même chose, cette espèce de monde de l'esprit. C'est aussi le fait qu'il était autodidacte. Parce que s'il avait été formé dans un système d'éducation,
ça serait américaine, mais ça aurait pu être mexicaine aussi. Et il serait toujours dans un sujet qui est cadré, qui est sur les rails, et puis on va à un autre sujet qui est totalement séparé, etc. Mais franchement, José voulait apprendre tout ce qui lui intéressait et lui, il a appris justement à faire ses connexions. Et justement, quand tu as dit synthèse, je dis, ah oui, c'est ça. Il était un maître de synthèse. En fait, là, quand tu dis ça, ça me fait penser à la pensée en arborescence. Donc, tu sais, il y a soit des pensées en logique, en lien. Donc, des personnes qui leur parlent d'un truc, qui font un lien à autre chose. Et en général, c'est à peu près le même sujet que tu développes. Tu vois, tu fais un développement de ta pensée pour aller vers une conclusion. Et tu as une forme de pensée qui est une pensée dite en arborescence, qui est, tu penses à un élément, et puis comme pour le lien au départ, il va y avoir une suite, mais il va y avoir aussi des options supplémentaires. Et se dire, ah bon, je sais pas, là, je pense à, on va faire une pensée en arborescence suite à l'hypnose. Tu fais l'hypnose. Tu peux dire le lien logique. Si j'étais en pensée en lien, je vais me dire, bon, après, l'histoire veut que ça soit hypnose, que ce soit psychanalyse, psychoanalyse, psychologie, psychiatrie aussi qu'on peut ramener. Bon, on commence à avoir une logique qui va être historique, qui va être intellectuelle, qui va être OK. Et on peut avoir une pensée en arborescence à se dire, tiens, hypnose, trans, région du monde où il y a des ethnies primitives, danse autour du feu, état nouveau, tam-tam, tambour, et tu vois, tu vas commencer à arriver à parler du coup de médiumnie, mais tu peux parler de chamanisme, et ça ne sera pas du tout une pensée qui est en lien de cause à effet, mais ça sera une pensée ah ouais, c'est comme si ça popait à l'intérieur de ton cerveau, et que tu commençais à avoir plein de petits cheminements possibles qui parfois ne semblent pas hyper cohérents. Tiens, tu viens de penser trans et tu penses à l'autre bout du monde, une tribu où il y a des tam-tams et tu vois les personnes en transe. Ah oui, mais ça te fait penser aussi à l'ayahuasca, qui va te faire penser à, je sais pas, un Mexicain qui faisait tel ou tel truc, et ainsi de suite. Et du coup, ta pensée, elle va être multiple, et la capacité de certaines personnes, c'est de réussir à avoir cette arborescence et réussir à resynthétiser pour se dire, OK, je vais simplifier ça pour les gens qui n'ont pas mes pop dans ma tête, et leur donner un truc un peu comme ça, à dire, en fait, exorcisme, hypnose, et puis les guérisseurs, au bout du compte, c'est les fonctions de l'esprit. Et tu vas synthétiser ça sur un mot assez simple, mais qui regroupe énormément d'éléments, et qui ne sont pas que des causes à effet, qui sont parfois des choses qui ne semblent pas liées initialement, mais que tu arrives à créer, toi, du lien dedans. Et j'ai l'impression que José, il était un petit peu comme ça. Il devait penser en arborescence. Oui. Prête à faire des comparaisons entre des choses qui étaient normalement strictement séparées, les limites, etc. Mais lui, il n'a jamais appris ça à l'école. Et pour lui, c'était presque naturel de faire ce que tu appelles justement arborescence. Et ça a continué toute sa vie, je crois. Il était toujours fasciné par comment fonctionnait l'esprit. En fait, ça me rappelle. Il avait, je ne sais plus, 85 ans, quelque chose comme ça, quand il est venu à Paris. Il était invité à dîner par un diplômé qui était multimilliardaire et qui avait envoyé toute sa famille. Et José commence une conversation avec lui pour demander, quand il était petit, est-ce qu'il a eu beaucoup de responsabilités, ou est-ce qu'on lui, parce que oui, justement, il était orphelin, ou bien de son père, à un très jeune âge, et il a dû se débrouiller seul pour aider la famille. Et effectivement, il a trouvé que c'était le même cas pour ce monsieur. Mais voilà, justement, j'ai l'impression que les gens qui utilisent vraiment bien le cerveau et qui réussissent bien, ils étaient obligés justement de résoudre des problèmes depuis un très jeune âge. Donc, tu vois, il était toujours en train de questionner, découvrir, est-ce que c'est marche comme ça pour lui, etc. Ouais, il partit sur plein d'hypothèses. Ouais, mais c'est une forme de
penser en arborescence qui peut être intéressante. Mais en tout cas, dans la méthode, tu vois bien que même si on peut analyser le cause à effet, les logiques qu'il y a derrière, donc la pensée on voit bien quand même que si tu donnes la méthode à quelqu'un et tu dis analyse-moi pourquoi on commence du 1,01 au 4,04, c'est pas hyper intuitif, hein. Pas hyper cohérent. Tu vas te dire pourquoi je commence en alpha, puis après je tente de mieux dormir, ne pas m'endormir, ne pas ceci, ne pas cela, pour arriver à tiens, je vais rentrer dans un bout de métal, tu vois. C'est quoi le bout, la logique? Or, c'est un peu ça, la méthode, si tu regardes, c'est plus en arborescence qu'en lien logique. C'est quand on prend du temps pour rationaliser et se dire, mais attends, pourquoi on fait ça? Et c'est quoi le but d'eux? Qu'on commence à se dire, ah ok, les memory pegs, c'est pour créer de l'imagination. Donc, on va être dans la construction mentale. Donc, on va être non pas dans une dynamique passive, mais on reprend une dynamique active qui nous permettra en 3.0.3 à rentrer dans quelque chose et donc d'imaginer parce qu'on y est déjà arrivé avec différents éléments très simples et ainsi de suite. Mais ça, c'est parce qu'après, on le rationalise, on prend le temps de comprendre pourquoi on arrive là. Mais si on regarde en amont, c'est très en arborescence, c'est pas forcément un élément linéaire. Il a été frustré, comme il le disait, les grands du métier, Adler, Freud, Jung, n'arrivaient pas à s'entendre. Comme une personne ordinaire comme lui pouvait-elle tout comprendre? Il décida donc d'arrêter ses recherches en 1949. Donc après, il a eu son petit rêve avec la série de chiffres 343 et 373. Il est allé à la Redo. Il a gagné 10 000 $, ce qui veut dire 2 ans de salaire. Ça, quand même, ce billet rapportait 10 000 $, soit environ 2 ans de salaire pour un travailleur moyen. Tu dis, là, il y a eu quand même un gros coup de chance ou une bonne intuition, mais en tout cas, l'un et l'autre, c'est quelque chose d'assez marrant. Il a donc sorti son livre, a continué à étudier. Donc, Isabelle, 10 ans, lorsqu'elle a commencé à deviner ses pensées. Donc, il est revenu à ce moment-là sur le travail d'Edgar Cayce, donc, où ses pouvoirs, entre guillemets, étaient apparus après plusieurs séances d'hypnose. Dans le cadre d'un processus de guérison, il n'existait aucun précédent dans la littérature scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il a commencé à utiliser l'hypnose pour les enfants, pour qu'ils puissent être plus performants, et là, on reviendrait à un élément qui est intéressant, un questionnement, on n'aura pas la réponse, mais Ryan qui dit « Il se peut qu'Isabelle ait été une clairvoyante de naissance. » Oui. José qui lit « Cayce ne l'était pas, et pour autant, il a développé ça au travers d'une séance d'hypnose. » Le lien de cause à effet que peut faire José de dire « Mais attends, moi, ma fille, elle n'avait rien de spécifique avant, mais j'ai fait beaucoup d'hypnose. En tout cas, je vais proposer de l'hypnose pour s'améliorer en cours. Puis, au fur et à mesure, c'est elle qui est partie sur des éléments que je ne lui avais même pas proposés. » Dans ce cas-là, on a plus une notion qui dit qu'est-ce déjà il a développé dans certaines conditions, ma fille a développé dans certaines conditions. Pourquoi Ryan, du coup, a refusé ça? Alors que là, on aurait le point commun des deux entre Cayce et Isabelle, ça a été l'hypnose. Qu'est-ce qui a fait que Ryan il dit non, c'est soit en gros tu l'as de naissance, soit tu l'as à jamais. C'est assez étonnant comme vis-à-vis d'un quelqu'un qui est chercheur de se fermer. C'est pas très scientifique ça. Non, tu devrais au contraire te dire tiens. C'est vrai qu'il voulait plus de preuves. Il dit mais vous me parlez d'une seule personne. Ça, c'est pas une preuve, on peut rien comprendre. Il faut vraiment répéter ça avec beaucoup de gens. Il faut avoir des comparaisons, il faut avoir un système scientifique. Et c'est ça qui lui a relancé justement sur tout le travail avec des groupes. Oui, mais complètement. Là, tu vois, on est dans ces années-là, on est les années 50, donc on est purement dedans. Donc après, il y a l'expérience, le souvenir de l'expérience avec la guérisseuse qui avait aidé une dame en remplaçant le bol au bord de la fenêtre. Donc,
José avait suffisamment, lui, étudié pour soupçonner que la guérison pourrait être le propre de l'esprit du patient, si sa conviction était suffisamment forte. Donc là, on rentre à nouveau dans les notions d'auto-hypnose. Il revint donc à la maison le soir et trouva un endroit se cacher pour observer la fenêtre. Ok, donc là, c'est encore le truc de la guérisseuse. Ok. Donc, ce contexte nous donne un aperçu de la personnalité, de l'attitude et de l'approche de José à l'époque que vous évoquez à partir de 53. Après qu'Isabelle ait commencé à deviner son esprit et à répondre aux questions. Avant qu'il ne les pose. Au début, il ne savait pas si elle manifestait des facultés extrasensorielles ou peut-être était-elle familière avec ce qu'il faisait, qu'il pouvait deviner ce qu'il avait en tête. Il commença donc à poser des questions dont il ignorait la réponse et c'est là où on a l'adresse à Laredo et qu'elle décrit une brique fissurée. Et c'était effectivement le cas. Pareil, ils ont fait un truc avec Sant'Antonio, 240 bornes, et il s'avère que Isabelle avait raison. Donc là, ça a commencé à être le moment où il se dit, tiens, il y a quand même quelque chose de bizarre avec ma fille, hein, il y a quelque chose qui se passe. Mais là encore, la notion de cause à effet est compliquée, parce que comment d'un coup, tu peux valider ça? Et c'est vrai que ça devait être compliqué hein, pour trouver des explications un peu rationnelles. Donc 53, convaincu d'avoir trouvé un moyen de former à la voyance, il écrivit à Rein. Rein le félicita d'avoir une fille médium, mais lui expliqua qu'il était impossible de former une médium, qui n'avait tout simplement pas réalisé qu'elle en était une. Il souligna qu'elle n'avait pas prétesté sa fille avant qu'il ne commence à manifester ses capacités psychiques. José n'était pas d'accord, elle connaissait sa fille, ok. Il comprenait également que Rein avait raison, qu'il devait prétester les gens pour s'assurer qu'ils ne sont pas médiums. Alors comment s'y prendre? Il rejetait toujours en méthode des cartes Zener, là on revient dessus, le tirage au sort ou le lancer de dés. Tu sais pourquoi il refusait de lancer de dés aussi? Refuser de quoi? Le lancer de dés. Les dés tout simplement, tu sais, que tu lances. Lance. Les lancers de dés. Tu sais, les dés 1, 2, 3, tu sais, avec les faces. Parce que c'est les dés à jouer. Les dés pardon. Ah, d'accord. Oh, ok, oui. Mais même chose, à quoi ça sert? C'est pas un problème réel qui va être solutionné. D'accord. Okay. Tu te rappelles justement de l'histoire où un monsieur lui a confronté justement pendant un séminaire, apparemment dans le couloir, et lui a dit bon, si vous êtes tellement fantastique, dis-moi quel est mon nom. Et José a dit, mais pourquoi est-ce que je dois mettre en marche mon magnifique cerveau pour dire quelque chose que tu connais déjà? Donc, c'est pas exactement la même chose, mais de savoir quel numéro on va trouver sur un dé, à moins qu'on veut gagner de l'argent, et là, ça pourrait être utile, mais à quoi ça sert? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, il conseillait toujours aux instructeurs Silva de ne pas utiliser les PES et de les utiliser pour résoudre des problèmes. Et ok. Vous connaissez la dernière déclaration, bon, c'est ok. Donc, il aurait pu donc tester les PES des gens de la même manière qu'il avait testé Isabelle, demander des infos, puis tester à nouveau après les avoir entraînés. S'il demandait des infos sur ce qui se trouvait à une certaine adresse, c'était pour approfondir les connaissances afin de concevoir un système permettant aux gens de développer les PES. Ok. Rein ne faisait que tester pour le plaisir de tester. Ses recherches n'ont jamais abouti. Donc ça, on est toujours ok. J'avais entendu dire par un des conférenciers Silva que ce dernier a enseigné à 29 autres enfants. Après avoir commencé à travailler ici à Laredo, je me suis renseigné sur le sujet. Il m'a répondu non. Il y avait des enfants et des adultes. C'est ce qu'on disait la dernière fois, cette notion d'enfant adulte de tout âge. Il n'a pas donné plus de détails. Joe l'a dit, il a commencé par sa famille, puis les voisins, puis d'autres personnes qui avaient découvert son travail.
C'est un excellent guérisseur holistique, ça on a déjà vu. Dans l'enregistrement du cours avancé en 73 sur le contrôle mental, ainsi que dans d'autres enregistrements écrits, vous trouvez des récits tirés de son autobiographie. Tout ça, on l'a. Isaac, il y avait moyen dans le monde. Si je pouvais former suffisamment de guérisseurs pour qu'il y en ait un par foyer, alors j'aiderais tous ceux qui en ont besoin. Donc là, on voit la motivation de je forme parce que c'est plus intéressant que de soi-même guérir, sachant que vaut mieux qu'il y en ait plus qu'une personne qui centralise tout vers lui. Ça c'est une logique qui est intéressante. En 80, j'ai un aperçu de sa vie, sa maison à côté de son bureau, ils travaillaient tous les deux. Nous étions seuls à grande table à salle à manger. Paula est allée voir ce que voulait une dame. Il a discuté brièvement. Paula a dit quelque chose en espagnol et a retourné à ses occupations. Il s'est retourné vers moi et m'a dit que la femme cherchait un guérisseur. Et Paula a dit que le guérisseur n'habitait plus ici. Donc, ça prouve qu'au bout d'un moment, José, il s'est dit, il vaut vraiment mieux prendre du temps pour former les gens plutôt que soi-même prendre ce temps-là pour une personne. C'est intéressant comme notion. Toi, si on revient sur le fameux Mivilude, la secte, etc., dire, ouais, on pourrait mettre quelqu'un au centre de tout, on pourrait se dire, bah, José, c'est Gourou José. Ok. Mais tu vois, quand il y a ce genre de mindset-là, d'état d'esprit-là, je trouve que on est vraiment à l'inverse de la notion gouroutisante, à dire bon, bah, suivez ce que je dis, j'ai raison, mais plutôt, bah, je vous forme pour que vous fassiez ce que moi je fais, bah, vous pouviez le faire vous aussi. C'est pas moi le maître central à qui il faut emmener les gens malades, pas bien dans leur vie, parce que j'ai un pouvoir génial, mais vous êtes des personnes capables de faire la même chose, donc vous n'avez pas besoin de moi. Et je trouve que cette notion, elle est hyper saine d'un point de vue du groupe, et pour éviter justement des espèces de moi j'ai un pouvoir supérieur au tien, ou je suis quelqu'un d'extraordinaire, ou je suis un élu, et juste dire bah non, moi je t'enseigne les choses, après tu sais le faire, je fais la même chose que toi. Et justement, il n'aimait pas du tout l'idée d'être traité comme un gourou. J'ai été présent multiples fois quand les gens c'est José Silva, vous m'avez transformé la vie. Non, c'était pas moi, c'était vous qui a transformé la vie. Je vous ai montré des techniques, voilà, c'est tout. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est sain. Tu vois, cette petite chose-là, c'est vrai que je l'avais peut-être pas plus réfléchi que ça, mais cette notion de se dire ouais, le guérisseur, il n'est pas là, c'est pas moi, et puis je vais former des gens pour que, en fait, des guérisseurs, vous en ayez un par foyer. Ça, on l'avait vu, hein, cette notion de un par foyer, mais se dire, mais en gros, fichez-moi la paix, vous êtes capable de le faire. Ou quelqu'un d'autre est capable de faire ce que je fais moi. Et tu vois, c'est parfois un peu ce qu'on peut critiquer dans nos différents domaines, tu vois, notamment de l'hypnose. Moi, il m'arrive souvent d'avoir des personnes qui me contactent et qui disent ouais, Pank, j'aimerais une séance avec toi. Et je leur dis ouais, ok, c'est possible, mais dis-moi avant, est-ce que pour ce problème-là, tu es déjà allé voir d'autres hypnos? Oui, j'ai déjà vu 5-6 hypnos. Ok. Donc je lui dis, moi, je ne vais rien t'apporter de plus, ça ne sert à rien que tu dépenses de l'argent avec moi, peut-être va faire autre chose, un autre système. Parce que si au bout de 3, 4, 5 personnes, même en plus souvent d'écoles différentes, tu vas peut-être avoir quelqu'un qui a fait chez Kine, quelqu'un chez Hellman, quelqu'un chez Ericsson, globalement on utilise les mêmes choses, tu vois. Après on peut dire oui, nous on fait direct, on fait indirect, mais globalement on utilise la transe et on travaille à peu près pareil avec quelques variables. Du coup, tu dis mais moi j'apporterai rien de plus à cette personne-là. Toi, j'ai pas une hypnose magique que les autres n'ont pas. J'ai pas une façon de faire qui est extraordinaire. J'ai une façon normale de quelqu'un qui est plutôt d'obédience hellmanienne, avec un peu de réflexion derrière qui rajoute des choses, mais il n'y a rien de spécial. Et je trouve que c'est important, cette notion de dire aux gens, mais globalement, les praticiens, et toi, quand tu formes tes praticiens en hypnose, tu sais qu'ils vont avoir un niveau équivalent. C'est pour ça que tu les certifies. Tu dis, bon, bah, vous avez ça comme apprentissage, vous avez ça NGH pour toute la deuxième partie en avancée. Globalement, on a tous la même ligne.
Après, on a nos sensibilités, notre manière d'eux, on est bien d'accord. Mais globalement, on utilise l'hypnose, on utilise des techniques qui sont quasiment similaires. Donc, je trouve que c'est bien qu'un un professeur ou autre dise bah, moi, je ne suis pas mieux ou au-dessus ou quoi que ce soit. J'ai une compétence qui a fait ses preuves avec certaines personnes, mais vous avez la même possibilité. Il suffit de le travailler, de le répéter, etc. Après, peut-être la seule différence que je ferais, c'est l'expérience. Peut-être tu as un peu plus d'expérience, donc tu es un peu plus, tu vois, peut-être constate des choses et t'orientes peut-être de façon plus fine sur certains aspects. Mais hormis ça, globalement, on fait tous à peu près la même chose. Et je trouve que c'est important de marquer ce point-là et que José est super bien dans cette notion-là. Alors, après avoir entraîné 29 personnes, adultes enfants, entre 53 et 63, il a écrit à nouveau à Rhein. Mais Rhein refusa de céder. Selon l'autobiographie de José, vous n'avez rien. Ce à quoi Silva, qui a été répondit qu'il trouvait intéressant que Rhein, malgré toutes ses ressources, n'ait rien accompli, alors que lui, qui n'avait rien, aucune formation et tout, avait accompli tant de choses. Bon, bah là, tu sens qu'il y avait de la tension. Hein. La situation est devenue intense et c'est un tiers qui s'est interposé. Donc là, c'était tendu. Donc tu sens que José et Rhein, ils ne s'aimaient pas. Hein. C'est pas leur truc. Voilà. Tout simplement. Montrer les capacités réelles, un photographe de Rhein était approché, ok, bon, ça on s'en fiche. José n'avait rien, il peut se projeter, ok. Alors, José a eu la liberté de tirer parti de l'ensemble unique des compétences. Donc là, il nous répertorie à nouveau tout ça, capacité à motiver, compréhension et vision unique, connaissance des fréquences, expérience et élaboration d'un programme, talent d'hypnotiseur et assez d'argent pour financer ses propres recherches. Alors, sur les propres recherches, que malheureusement, on n'a plus. Qu'est-ce que tu sais que ce truc-là, ça m'a agacé. J'ai fait, oh là là, mais comment tu as pu perdre les recherches? Oui, moi aussi. Comment tu peux perdre les recherches? Je ne comprends pas. C'est quand même le cœur, quoi. C'est quand même la base, pas le cœur, parce que la méthode fonctionne très bien aujourd'hui, donc c'est pas un problème. Mais tu vois, c'est là où tu te dis, oh, José, il a dépensé des milliers des cents, il a passé énormément d'énergie sur le truc pour. Après, qu'on le critique ou pas, hein, comme tu disais, c'était pas quelqu'un qui avait un problème là-dessus, pour que les générations d'après, ils ne fassent pas attention. Je comprends pas. Après, là. Disait, n'est-ce pas, que quand il y avait des gens qui voulaient utiliser ces expériences, les volets, il les a détruits. Ouais, il y a ça. Je n'avais jamais entendu ça auparavant, je dois dire, quand même. Ouais, c'est bizarre tout ça. Ouais. Oui. Bon, après, là, il nous parle des 2 entreprises qu'il a créées, de la chaîne de télévision qu'il a créée. Et donc, en 63, il était prêt pour guider des groupes. En 82, à un sous-sol d'une église, ok, bon, là, après tout ça, on le sait. Il a toujours dit que les origines du contrôle mental étaient l'hypnose et le yoga. D'après ce que j'ai pu constater, la longue relaxation, aujourd'hui connue sur l'exercice centrage Silva, est née de son expérience de l'hypnose acquise en lisant des livres. Pas qu'en lisant des livres, hein, ça on l'a déjà vu. Il a été formé. Il a été formé, bien formé. Plus tard, donc, il a eu donc une formation en hypnose. Il a effectué et acheté un EEG. Donc là, c'est tous les cheminements. Bien sûr, hein, donc là, après, c'est tout le rapport avec l'intelligence supérieure. Et tu vois, là, on n'est plus sur ces années-là. Là, il est en train de nous parler d'un autre livre qu'il a écrit, etc. Bon, après, on n'a plus d'infos. Ce mail est intéressant, mais tu vois, ce que j'avais dit et que j'avais trouvé, c'est que on n'a pas encore assez d'infos. Et on ne les aura jamais, parce que si Ed ne les a pas, personne les a. C'est quelque chose où là, on ne sait pas.
on a quelques infos, tu vois, mais il y a quand même 10 ans d'expérience. Je les avais justement uniquement parce qu'il avait passé beaucoup de temps avec José pour les interviews et pour prendre des notes, etc. Donc, Ed lui-même n'était pas présent à l'époque. Donc, oui, voilà. Exactement. Non, mais c'est un mail qui est intéressant, mais qui est plus un récap que exactement ce qui peut nous passer. Sur la dernière mail que je lui ai envoyé, on n'a pas de réponse pour l'instant, c'était la semaine dernière. Je lui ai posé d'autres questions. Alors, merci pour le retour. Nous avons enregistré le podcast avec Lee hier. Je suis revenu sur mon idée de méthode pour les seniors. Ah oui, je lui demandais pour la méthode des seniors, je me demandais si proposer un cours spécifique aux seniors, similaire aux adaptations qui existent depuis des années en commerce sport-vente, pourrait être intéressant. Nombreuses personnes âgées manquent parfois de concentration, exercice de mémoire, etc. Je pensais qu'adopter un cours pour les seniors, n'ayant jamais eu contact avec le développement personnel, et leur proposer cet outil orienté vers des solutions concrètes pourrait être un plus. Voilà, je vais poser la question comme on en avait parlé ensemble pendant le podcast. On verra ce qu'ils répondent, tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Justement, la semaine dernière, je n'ai pas pu penser à son nom, mais le psychologue française à laquelle je pensais, c'était Monique Leponsin, qui a créé Gym Cerveau et qui a beaucoup travaillé avec les seniors, justement, avec des tests, mais vraiment, justement, tester avant, après, comparer les différences, donc méthode scientifique. Voilà, c'était elle. Ok, nickel. Je vais regarder ce que je trouve sur elle, le Pensin. Ok. Nickel, parfait. Nous, du coup, la semaine prochaine, tu bouges pour la France, donc tu ne seras pas dispo. La semaine qui suit, tu es toujours en France, mais tu vas dans le sud. Je ne sais pas faire quoi. Une phase d'hypnose que je ne sais pas. J'ai vaguement entendu parler de ça. À le recommander. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être sympa, ça va être très sympa. Du coup, si vous voulez voir Ali, il y a encore des places pour la semaine prochaine, c'est déjà? Oui, c'est la semaine. Pour la convention? Non, pour la formation Sylva, il y a encore des places ou pas? C'est le 19, c'est Pâques. Ouais, c'est la semaine prochaine. Donc, si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à contacter Lee. J'ai vu qu'elle faisait aussi Hypnovision 4 jours en mai, mais je ne sais plus c'est quoi, 8, 9, 10, 11, c'est ça, hein? 9, 10, 11. C'est jeudi de l'Ascension. C'est pas que c'est. Je ne sais plus parce que j'ai convaincu avec l'année dernière. Non, c'est Ascension, tu dis. Jeudi de l'Ascension, c'est le premier jour. Donc, c'est ou le 9 ou le 10 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Le 8, je pense. Chez le compagnie Sonia. Donc, n'hésitez pas aussi si vous voulez faire un peu d'hypnose pendant 4 jours. C'est des bases, celles de Burt, donc interprétées par Lee, qui vous donnera un paquet d'informations si tout ce qu'on vous dit sur la méthode vous intéresse aussi pour découvrir l'hypnose. Et ça fait 4 jours qui sont plutôt cool et vous apprenez des bases qui sont très pratiques et très sympas. Voilà, donc ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. À très très vite. Ciao, ciao. Ciao.